Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc je vais maintenant vous présenter ce que je pense être la solution dans le cadre de la gravité quantique semi-classique. Commençons par revoir les diagrammes. Le diagramme de Penrose, des trous noirs, ici avec un effondrement. Donc on a tracé une ligne comme ceci, on a ceci. L'horizon est ici et on a le cœur de l'étoile en effondrement qui donne ceci. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. L'horizon est ici. Ceci, c'est la singularité. Et ceci, c'est l'infini spatial. Et si on veut tenir compte de l'évaporation, on va alors avoir quelque chose comme ceci. L'horizon est ici, la matière en effondrement ici, ici la singularité, toujours l'infini spatial, et ici le centre, R égale 0, correspondant au centre du trou noir, sauf que là, il n'y a plus de trou noir, et ce n'est pas une singularité. Et l'évaporation finale se produit ici. Donc dans l'hypothèse où la totalité du trou noir s'évapore. Rappelons, comme nous l'avons dit, que le temps qui s'écoule à l'extérieur du trou noir est complètement déconnecté de l'intérieur. On ne peut pas comparer les deux temps, on ne peut pas dire que se passe-t-il dans le trou noir à cet instant, moi qui suis à l'extérieur. Tout au plus, on a deux évolutions indépendantes, comme on prendrait deux bobines de film qu'on peut regarder dans l'ordre qu'on veut. L'intérieur est causalement séparé de l'extérieur. Raisonner localement, ou rien que dans l'extérieur du trou noir, donne donc une vue incomplète. Seule une vue globale, incluant le passé, le futur et l'intérieur du trou noir, permet d'appréhender tout ce qui se passe. C'est la totalité du diagramme qui permet de comprendre l'ensemble des événements. D'un point de vue technique, l'équation d'Einstein est dite hyperbolique. C'est le type d'équation différentielle que les mathématiciens ont classée, et c'est une équation dite de type hyperbolique. Pour ce type d'équation, si on définit l'état de l'espace-temps sur une surface dite de Cauchy, en fait, ici c'est un espace-temps à 4 dimensions, une telle surface est à 3 dimensions. C'est pas une surface, c'est tout l'espace, à un instant donné. Donc, on va continuer à parler de surface, c'est l'habitude. Si on définit donc l'espace-temps sur une telle surface de Cauchy, alors la solution future, l'espace-temps, est entièrement déterminée à partir de cet état initial. La solution existe et est unique. De ce point de vue, d'ailleurs, en mathématiques, ce type d'équation différentielle est assez sympathique, assez gentil. Il en existe de beaucoup plus difficiles, par exemple celle dite parabolique. Une surface de Cauchy est ici une surface qui est perpendiculaire aux lignes temporelles. Comme on a des libertés sur le choix des repères en chaque point, et donc sur les axes de temps et d'espace, cela laisse aussi des libertés sur la surface. Elle peut être plus ou moins déformée. Mais elle doit rester de type spatial. Elles vont donc du centre du trou noir à l'infini.
par exemple, elles sont faciles à tracer dans un diagramme de Penrose, puisque ce sont des surfaces spatiales et non pas des lignes de type temps, des trajectoires. Elles doivent être, à l'inverse des trajectoires, inclinées de plus de 45 degrés. On peut donc, par exemple, avoir une telle surface jusqu'à l'infini, S1, et une autre surface, ici, S2. Et on peut faire le calcul de l'espace-temps futur à partir de S1 ou à partir de S2. Mais comme on le voit, ce qui est sous l'horizon ne peut pas atteindre S2. Tout ce qui se produit ici ne saurait pas atteindre S2. Si on retrace nos deux surfaces comme ceci, S1, S2, on peut avoir des trajectoires de type temps comme ceci, mais celles-ci évoluent et n'aboutissent pas à S2. Ce qui se passe sur la surface S2 ne peut donc pas reproduire tout ce qui se passe sur S1. Une partie se perd. Si on veut une description globale, il faut considérer la portion SH et S2. SH plus S2 donne la surface de Cauchy globale pour tout le futur. C'est une possibilité, d'autres courbes sont possibles. Un raisonnement comme dans le paradoxe, qui n'envisage uniquement que l'extérieur, que S2, est incomplet. Où est l'information que l'on dit perdue? Elle est tout simplement là, dans le trou noir, derrière l'horizon, au-delà de SH par exemple. Et dire, mais non, ça c'est le passé de S2, mais on ne peut pas considérer, ici est le passé de S2, mais on ne peut pas comparer les temps intérieurs et extérieurs. On a une déconnexion. L'information est donc tout simplement dans une zone d'espace-temps qui s'est complètement déconnectée du reste, de l'extérieur, et donc on ne peut pas la voir, mais elle existe bien dans cette zone. C'est notre vision newtonienne d'un temps unique, peut-être relatif, dans le sens de la relativité restreinte, mais un temps unique décrivant la totalité de l'histoire qui nous donne une fausse impression. L'information existe, mais nous est inaccessible, et c'est tout. Il n'y a donc pas de paradoxe. C'est très peu intuitif. Mais, techniquement, il n'y a pas de paradoxe. C'est la vue de la mécanique quantique hors du trou noir et sans prendre en compte les subtilités de l'espace-temps en relativité générale qui laisse croire à un paradoxe. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit, même si je suis le seul à dire qu'on peut en déduire qu'il n'y a pas de paradoxe. Comme le dit Wald dans son livre sur la thermodynamique des trous noirs, l'évolution d'un état pur vers un état mixte, c'est-à-dire la perte de linéarité dont nous avons parlé, est habituellement vue comme correspondant à une rupture sérieuse de la théorie quantique. Mais ce point de vue est à relativiser. Notons qu'en plus, il existe déjà un analogue en mécanique quantique. Un analogue de ce phénomène. Si on a, disons, une particule dans l'état X plus Y, nous avions déjà vu. Cet état correspond à une particule qui en somme est à deux endroits, mais on a une chance sur deux de la trouver soit en X, soit en Y. Lors d'une mesure, avec un dispositif quelconque,
On va par exemple la trouver en X. Par exemple, on a une chance sur deux. Et donc, elle va évoluer comme ceci. Le système va évoluer comme ceci. Ce processus est appelé réduction de la fonction d'onde. En fonction du résultat de la mesure, la fonction d'onde se réduit à ce qui a été réellement observé. N'oublions pas que on pourrait dire, parce que c'était X, déjà avant, simplement on croyait que c'était une somme. Non, non. Un tel état a des conséquences qui peuvent être observées, comme les interférences, par exemple. Donc, la présence du Y n'est pas une vue d'esprit. Ce phénomène est en fait ennuyant, parce que si on désire décrire, à l'aide de la mécanique quantique, non seulement la particule, mais aussi l'ensemble, le dispositif de mesure avec lui, dans un seul formalisme de la mécanique quantique, y compris éventuellement même l'observateur, on a alors une perte de linéarité. Le même phénomène dont nous avons parlé pour le trou noir. Une partie de aucun Hamiltonien ne permet une telle évolution. Le postulat de réduction en mécanique quantique est incompatible avec les autres postulats. Ce problème est appelé, et il est très célèbre, c'est le fameux problème de la mesure, qui lui aussi a fait couler beaucoup d'encre, encore plus que l'autre. Là, c'est des milliers d'articles, des tonnes de bouquins qui ont été écrits sur ce problème. Et dans les tentatives pour interpréter la mécanique quantique, qui est très abstraite, très bien liée de manière univoque aux résultats expérimentaux, mais pour essayer de la comprendre dans un sens plus humain, avec nos propres concepts plus classiques, elle a donné lieu à d'innombrables interprétations qui se sont souvent concentrées sur le problème de la mesure. Une interprétation possible est de dire que la réduction n'existe pas, qu'elle est subjective. Il existe plusieurs interprétations qui font cette hypothèse. Il y a celle des états relatifs et celle des mondes multiples, par exemple. Celle des mondes multiples est très connue, extrêmement populaire parmi même chez les physiciens, d'après un sondage qui avait été fait, et aussi parmi les curieux qui s'intéressent aux curiosités, aux étrangetés de la mécanique quantique. Elle est très très populaire. Moi, je préfère l'autre, celle des états relatifs, question de goût personnel. Et donc, dans cette optique, s'il n'y a plus de réduction, la mesure devient, je trouve que la particule est en X, pas en Y, plus l'état Y. Ça reste un état superposé. C'est assez bizarre aussi, peu intuitif. On ne peut pas connaître Y parce que le résultat de cette mesure, nous, l'observateur et l'appareil, nous sommes dans cette composante. On a trouvé la particule en X. Et donc, on n'a pas conscience de l'autre composante. Comme l'évolution du système est linéaire, Hx plus Y donne Hx plus Hy, ou H, ce truc-là, Hy, les deux composantes évoluent indépendamment, et donc on ne peut pas avoir accès à cette partie. Chaque composante évolue indépendamment, et l'état complet nous est inaccessible. Si on admet une telle possibilité, ce que beaucoup admettent en prenant l'interprétation des mondes multiples par exemple, alors c'est tout aussi plausible pour les trous noirs où on a quelque chose de tout à fait analogue. Même si la séparation
en composantes, ici, n'est plus due à la linéarité de la mécanique quantique, mais due aux étrangetés géométriques et surtout topologiques, ici, de l'espace-temps, où on peut avoir une zone qui se déconnecte du reste. Alors, c'est également possible pour les trous noirs. C'est mon point de vue. Alors, cela n'empêche évidemment pas d'avoir des solutions données par la gravité quantique, comme celle que nous avons discutée. Voilà, et nous arrêterons cette série ici. Je vous remercie.